Samuel Larochelle de Plongeon Québec est avec nous. Salut Samuel! Bonjour René. Comment ça va? Ça va très très bien et vous? Très bien, merci. Cette semaine, nous allons parler d'une dame que vous nous avez identifiée comme étant la grande dame du plongeon sur la côte nord, Madame June Crespin. Exact. En fait, John Crespin. Et puis Crespin, on dit le S. voilà, et c'est un de nos exemples de personnes qui s'est impliquées dans le plongeon régional pour se faire survivre cette discipline qui, généralement, a un peu plus de facilité dans les grands centres, à Québec, à Montréal, etc. Mais elle a décidé de s'impliquer pendant 30 ans avec le club de la ville de Sept-Îles sur la Côte-Nord. Donc, et il faut s'entendre, si elle est restée 30 ans, c'est qu'elle ne s'est pas impliquée seulement à l'époque où ses enfants plongeaient, mais elle a continué encore plus longtemps. Donc, en faisant survivre un club, en gérant l'administration, puis aussi en s'impliquant avec l'association régionale de plongeon là-bas, on jugeait qu'elle faisait partie des 40 personnalités qui avaient eu beaucoup d'influence dans l'histoire du plongeon. Cette dame qui était née Jeanne d'Arc Ahern, j'ai tellement apprécié ça, c'est absolument anecdotique, mais ô combien savoureux. Absolument. Comment est-elle devenue June? En fait, donc, la dame est née dans la Haute-Mauricie en 1933 et 20 ans plus tard, elle rencontre un Français du nom de Marc Crespin qui, lui, la convainc d'aller sur la Côte-Nord puisqu'il travaille en tant que cuisinier sur les campements de chemin de fer entre Sept-Îles et Shefferville. Et dans ces campements-là, il y avait plusieurs anglophones qui, très rapidement, ont surnommé Jeanne d'Arc June, ce qui fait que Jeanne d'Arc Ahern est devenue June Crespin après 20 ans au Québec. Et donc, ce couple-là, après avoir déménagé, a rapidement eu deux enfants, Lina et Suzy, qui prenaient des cours de natation, comme bien des enfants. Puis, à cette époque-là, l'entraîneur a décidé d'offrir également des cours de plongeon. Les deux filles ont décidé de faire le plongeon en parallèle avec la natation. Et l'une des deux a décidé de faire ça pendant un bon 4 ou 5 ans, Suzy. Et à ce moment-là, June Crespin a décidé de s'impliquer, de faire en sorte que le club soit viable, parce que en fait, le club a été fondé. Au début, c'était simplement quelques cours d'initiation pour les enfants qui faisaient aussi de la natation, et c'est devenu plus sérieux. Et donc, quand on parle d'administration et de financement, c'est d'organiser pas seulement des petites ventes de palettes de chocolat comme on peut faire à l'école, mais carrément un concours pour gagner une voiture. Donc, il y avait des idées de grandeur pour faire survivre le club à cette île à l'époque. Oui, c'est tellement, on doit tellement à ces gens-là, à ces bénévoles, hein, elles n'en retiraient aucun autre bénéfice que comment dire, la grande satisfaction d'aider puis du travail bien fait, bien accompli. Exactement. La satisfaction du travail bien fait, mais également, comme je précisais, qu'elle a continué, même si ses enfants ne plongeaient plus. Pour elle, c'est important qu'il y ait plusieurs enfants de sa région qui goûtent au plongeon, et ça pour plusieurs années. Et ça implique beaucoup de travail pour la relève chez les entraîneurs, parce qu'il y a un élément que M. Michel Larouche m'a expliqué quand on s'était rencontrés, c'est que c'est important de réaliser que la structure d'un sport amateur doit tourner autour des entraîneurs et non pas des athlètes, parce que malgré tout ce qu'on fait pour que nos beaux athlètes performent, avec les années, ceux qui font en sorte que les performances continuent, ce sont les entraîneurs. Et dans une région éloignée, dans une petite ville, c'est très difficile d'assurer la relève. Donc, c'est de s'assurer que les gens de la fédération viennent sur la Côte-Nord ou que les jeunes entraîneurs de la Côte-Nord aillent à Montréal ou à Québec pour être formés. Et ce qui est de malheureux, c'est que souvent, lorsque les jeunes de la Côte-Nord, de cette île, allaient à l'université, c'était l'étape où, après 3 ou 4 ans à être entraîneur, ils devaient quitter la ville, quitter le plongeon, et c'était à recommencer à chaque fois. Donc, c'est beaucoup d'investissement et pour que les enfants de cette région-là goûtent à la discipline et qu'ils s'en tiennent pas seulement aux quelques sports très populaires comme on les connaît. Et Mme Crespin a déployé là, des trésors d'imagination, j'imagine, pour s'assurer que toute cette formation était disponible et accessible pour les gens de chez eux.
Voilà, c'est de convaincre les gens, c'est de trouver les moyens, c'est de financer le déplacement, l'hébergement. Ça semble tellement simple lorsque c'est dit comme ça, mais c'est des petits détails comme ça qui font en sorte qu'un club peut survivre et que des enfants puissent s'amuser avec le plongeon. Et dans les années 80, après presque 10 ans à s'impliquer de la sorte, elle a vu qu'un couple de parents avait envie de prendre le flambeau, de prendre la relève. Et pendant 2 ans, elle leur a laissé la direction du club. Sauf que ces parents-là, lorsque leur petit garçon a cessé de plonger, ils ont décidé de fermer le club, de mettre la clé dans la porte. Et Madame Crespin, lorsque la nouvelle s'est rendue à ses oreilles, pour elle, c'était impossible que son club, que son bébé ferme. Alors, elle est revenue pendant presque 15 autres années. Donc, beaucoup d'imagination pour que ça se renouvelle. Et si les gens qui prenaient la relève étaient épuisés, ben, elle choisissait de revenir à temps plein parce que c'est très, très, très important. Ça lui tenait beaucoup à cœur, tout ça. Lorsque l'on regarde le taux de participation à différents clubs, je pense au Club Camo ici à Montréal, etc., par rapport à ce que j'appellerais la population active d'un groupe d'âge, là, par groupe d'âge, pardon, on se rend compte que cette dame, dans sa région, connaissait énormément de succès en termes de participation. Voilà, parce que ça peut être particulier de comparer la quantité de membres qu'il peut y avoir avec Camo, parce qu'on parle de centaines de jeunes dans un grand centre avec un club qui a tellement d'installations et de moyens, un support de la ville de Montréal, etc. Mais là-bas, à cette île, avoir une vingtaine, une trentaine de jeunes par année, c'était un petit exploit. Encore une fois, à nos oreilles, ça peut sembler si petit, mais quand c'est pas le hockey, quand c'est pas le baseball ou le soccer, et que on compte sur un ou deux entraîneurs, un administrateur pour garder le fort, pour mener le projet à terme. C'est beaucoup. Puis à chaque année, ça se renouvelait. Donc, il y avait un bouche à oreille. Il y avait la conviction chez les gens de cette île que c'était une belle activité, que les enfants pouvaient avoir beaucoup de plaisir avec le plongeon. Et ça a continué jusqu'à l'arrivée des petits-enfants qu'elle a vu Oui. plonger. Voilà, et donc elle a vu ses enfants plonger, ils ont eu les petits-enfants qui, eux, ont plongé et qui sont devenus entraîneurs. Donc, c'est 3 générations de Crespin qui ont été impliqués à leur façon sur la Côte-Nord en plongeon, et ce, aux alentours de 2005, où Mme Crespin a décidé de quitter définitivement, et puis elle est décédée 5 ans plus tard, après la fin de son implication avec le club. Elle s'est impliquée dans d'autres domaines, dans d'autres sports aussi, mais ça même vers les dernières années de sa vie. Ah oui, en fait, les dernières années, et puis même lorsqu'elle était activement impliquée en plongeon, elle faisait également du travail bénévole en ringuette et avec les handicapés de la Côte-Nord. Puis en ringuette, on me racontait que elle et une amie avaient choisi d'être chacune présidente d'un club qui représentait un sport, l'une en ringuette, l'autre en plongeon, mais que chacune d'elles est également la vice-présidente de l'autre club. Donc, elles étaient toutes deux impliquées à fond dans 2 sports. Et Mme Crespin était une mère et une femme au foyer, mais c'était une bénévole à temps plein. Puis je pense que c'est l'expression parfaite que sa fille, Lina, avait trouvée lorsqu'on a discuté avec elle de la carrière de sa mère en plongeon. Puis il y en a beaucoup, des gens comme ça, des hommes et des femmes qui, au Québec, se sont impliqués pour leurs enfants et qui ensuite décidaient qu'ils voulaient continuer de donner de leur temps parce que pour eux, c'était nécessaire que les jeunes du Québec puissent faire du sport. Donc, on lui doit une fière chandelle. Ben, c'est à vous qu'on doit aussi une fière chandelle. Comme toujours, merci beaucoup, Samuel, de nous faire connaître ces gens sans qui, non seulement le plongeon, mais la pratique du sport au Québec aurait été impossible. C'est un grand plaisir et il nous reste 4 portraits à venir avant la fin. Absolument. Vous savez que moi, le flemmard que je suis, je m'absente pour une bonne période de vacances. Alors, je n'aurai pas le plaisir, je crois, de présenter les 4 derniers portraits, mais sachez que comme on dit, votre place est réservée à l'émission. Très apprécié, merci. Et bonnes vacances. Merci, au revoir, Samuel. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.